Eh bien, je pense qu'on est connecté. Oui, on est connecté. Et voilà, Vivien. Ah bah Vivien, Vivien qui faisait tous les webinars avant, qui est toujours le premier longtemps. Il dit ça faisait longtemps, effectivement, on est dans le chat. Bonjour Stéphanie, comment ça va? Super bien, bonjour Adrien et bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Eh ben super, merci de ta présence et en plus de nous faire un peu voyager puisque tu es dans les Alpes. Donc on voit derrière, on a l'impression que c'est un fond d'écran Zoom comme on a été habitué pendant le confinement sur des calls avec des gens qui mettaient des fonds d'écran. Mais non, là c'est vrai, donc ça nous fait un peu voyager. Donc ce que je disais à Stéphanie et le redire aux auditrices et auditeurs, on reprend avec Eldorado sur la demande de plusieurs personnes des webinars même en période de déconfinement et post cette période de confinement, pour continuer à vous apporter du contenu et Mhm. surtout des retours d'expérience de personnes comme Stéphanie qui sont au cœur de l'écosystème et du venture capital et de l'investissement dans les startups. Donc, on est ravi de reprendre cette série. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser sur l'onglet questions et j'essaierai de les poser et de les intégrer dans notre entretien avec Stéphanie aujourd'hui. Déjà, Stéphanie, est-ce que tu peux te représenter et représenter One Ragtime rapidement pour tout le monde? Alors, moi je suis la fondatrice de One Ragtime. One Ragtime, c'est quoi? C'est un fonds d'investissement plateforme. En fait, on applique à nous-mêmes ce qu'on demande à nos entrepreneurs, c'est de la tech, une communauté d'investisseurs pour pouvoir développer plus vite. Donc, on est vraiment, nous aussi, une fintech, puisqu'on a développé notre plateforme d'investissement en interne et on essaie de faciliter l'investissement de la part de nos investisseurs, mais aussi pour nos entrepreneurs et de digitaliser tout ce qui va nous permettre d'aller plus vite derrière pour le suivi, pour l'accès au deal flow et pour l'accompagnement. On a financé une vingtaine de projets en 3 ans. On met en moyenne des tickets entre 500, 700 000 pour le premier tour jusqu'à 4 millions, le max qu'on ait fait. Nos investisseurs peuvent soit choisir d'investir à travers un véhicule dédié à l'investissement que l'on fait, soit dans le fonds vintage que l'on a maintenant pour co-investir aux côtés de nos véhicules de crowd equity. Donc on est très innovant dans le modèle aussi d'affaires pour OneRack Time. Et ce qu'on aime faire, ce sont des sociétés qui sont plutôt assez tôt dans leur processus de développement. On aime bien être le premier investisseur professionnel dans des sociétés avec un ADN purement software et plutôt dans des thématiques autour du contenu, de l'éducation, de la santé, de la fintech. Donc, on est assez éclectique, mais toutes les sociétés qu'on a financées, elles ont une forte connotation technologique, plutôt des entrepreneurs assez atypiques. Et dès le départ, une capacité à se développer rapidement par des partenariats. On aime bien les modèles B2B2C. On aime bien quand on a une société qui est accélérée par des partenariats qu'elle va faire avec des corporates ou avec des gros acteurs de l'Internet pour aller plus vite. Donc voilà aujourd'hui One Ragtime. Donc dans les sociétés qu'on a financées, on est derrière Mec.org, plateforme d'engagement sociétal créée par Axel Douchez. On a financé On-Off, opérateur mobile virtuel. On est aux côtés de Brega et d'Invest. On a financé Plus Simple, euh, courtier d'assurance digitale pour les pro PME, qui a une très jolie histoire. On a financé Gélismac, plateforme de contenu de vidéos sociaux qui, pareil, qui explose en termes de chiffre d'affaires aujourd'hui. Et c'est généralement des sociétés qui sont qui ne vont pas forcément avoir des très grosses levées de fonds. On n'aime pas les modèles où on va énormément lever. Nous, on aime bien les modèles parce que comme on démarre tôt aux côtés des entrepreneurs, on est quand même très proche des intérêts des fondateurs aussi en tant qu'investisseurs. Et on va plutôt privilégier des modèles qui sont capital efficaces. Ok, super, super intéressant. Ma première question qui me vient à l'esprit, c'est comme vous n'êtes pas un fonds de VC classique, on va dire, comment vous avez vécu cette période et est-ce que ce que tu définissais de One Rank Time a évolué, enfin votre métier, est-ce qu'il va évoluer avec la crise qu'il y a eu ou pas forcément? Alors, bah, nous, on l'a très bien vécu, cette crise, puisque comme par essence, nous, tout est digital et qu'on a développé la plateforme pour permettre à nos investisseurs d'investir à distance. Et pour nous, qu'on opère One Rack Time depuis plusieurs géographies, globalement, le travail à distance, ça n'a rien changé, puisqu'en fait, on l'avait déjà dans notre ADN. Donc ça, c'est un premier point. C'était assez très simple pour nous de gérer ça. On est plutôt un investisseur très présent aux côtés de nos sociétés. Donc, on est minoritaire, bien sûr, mais on se décrit un peu comme un minoritaire
activistes bienveillants. Donc là, on a encore été plus proche et souvent, on arrive au moment critique puisque on n'a pas forcément toujours du chiffre d'affaires dans les sociétés dans lesquelles on investit. Donc on peut être très tôt dans le développement produit. Donc, du coup, on va vraiment être très présent auprès de nos entrepreneurs pour les aider à accéder à des leviers de financement cadre de la crise, le PGE, le soutien de la BPI, toutes ces mesures, on a été très, très proactifs pour accompagner nos entrepreneurs pour l'obtention de ça. Ok. Donc du coup, ça a renforcé quelque part la crise, a renforcé notre modèle parce que nous, déjà dans la thèse d'investissement, on aimait bien des sujets très digitaux. On a fait beaucoup de sujets dans l'éducation, les contenus, la fintech. Donc bon, voilà, des modèles pas trop capital intensifs. Donc du coup, on était assez préservés sur ça. Mhm. Et en même temps, un rôle très opérant auprès de nos entrepreneurs. Donc ça a pas mal renforcé. On a comme vous développé aussi cette logique de webinar, d'apport de contenu plus fortement à nos entrepreneurs et aussi à notre communauté d'investisseurs. On a aujourd'hui une communauté de plus de 250 investisseurs qui investissent à nos côtés. Mhm. Donc, du coup, on a aussi essayé de renforcer cet apport de contenu et on va continuer à le faire parce qu'on voit bien que c'est essentiel, que quand on ne peut pas rencontrer des entrepreneurs en physique, il faut les attirer en ligne. Et cette visibilité en ligne, elle est clé pour nous. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, ça va vous renforcer sur ce modèle de plateforme, de VC as a plateforme, on va dire. Comment vous avez vécu par rapport au portfolio que vous avez? Tu as cité une vingtaine de participations. Quel a été vos réflexes et quel est l'état après ces deux mois et quelques de crise de votre portfolio? Écoute, on a un portefeuille de projets très résilient et on a plutôt pas mal de sociétés d'ailleurs qui ont tiré profit de cette période où il y a eu une explosion des usages digitaux, notamment celles qui sont dans l'éducation digitale comme Close ou StudyTracks ou celles qui sont dans les contenus comme Loopsider, Gélismac. Et puis on en a fait une ou deux qu'on n'a pas encore annoncées dans le domaine des jeux et de l'e-sport. Donc c'est vrai que c'était plutôt des moments assez propices. On a eu 2 grosses levées de fonds de financement série B de nos participations dans cette période, donc super bien, bien géré. Et nous, dans notre accompagnement, en fait, on a essayé d'être très présent auprès de nos entrepreneurs et de donner une visibilité, une transparence totale à nos investisseurs en leur sortant tous les mois une photo du portefeuille avec l'impact du Covid et l'impact sur la trésor. Notre objectif étant de pouvoir garantir que toutes nos sociétés ont 12 mois devant elles avec en termes de trésor. Donc, alors toutes ne sont pas à 12 mois de visibilité. Certaines d'ailleurs n'ont plus de problème de visibilité elles sont profitables, mais on en a la plupart qui ont dépassé ces 12 mois. Et puis on en a, alors celles pour lesquelles c'est le plus tendu, c'est celles qui n'avaient pas encore véritablement démarré la monétisation et qui se retrouvaient, qui avaient prévu de faire une série A cet été ou dans 6 mois. Donc là, c'est un petit peu plus entendu. On en a une ou deux dans ce contexte. Mais là, c'est pareil, hein, il faut quand même saluer l'accompagnement sans précédent aujourd'hui en France. Nous, on voit, on a investi sur plusieurs géographies. On a des sociétés en Espagne. Il n'y a pas eu le soutien qu'on a pu avoir de la BPI ou du gouvernement en Espagne ou même en Angleterre, hein. Ça a Mhm. été rapide et très efficace. Donc ça, en tant qu'investisseur, on peut s'en féliciter. On a eu un ou deux exemples dans notre portefeuille de sociétés qui ont, elles, pour le coup, eu un arrêt total d'activité. On en a une dans laquelle on vient d'investir en Espagne qui s'appelle Winiverse, qui fait une application pour permettre le remboursement de TVA instantané quand on achète dans les aéroports en détaxe. Donc, autant vous dire que plus d'activité dans les aéroports, plus de business. Et en fait, on a accompagné nos entrepreneurs sur un pivot très rapide de leurs solutions sur du pur en ligne. Donc, permettre l'utilisation de leurs solutions pour les sites de commerce en ligne, pour de la détaxe en ligne, ce qui n'a pas encore été fait. Donc, typiquement, dans cette période, on va rechercher et plus que jamais d'avoir des entrepreneurs à la fois résilients et en même temps agiles parce que on a été surpris par la violence de cette crise. Et là, il a fallu réagir et on est revenu quelque part à des basiques. Le cash is king et la visibilité financière, elle est importante, même quand on pense que tout va bien. Super, et c'est intéressant parce que tu dis cash is king et tu commences à mentionner des éléments que vous allez regarder avec OneRack Time sur des startups. Votre rôle d'investisseur dans le futur, c'est quoi les types de projets que vous allez regarder? La grille de lecture, est-ce qu'elle évolue?
sur les boîtes. Il y a beaucoup d'investisseurs qui nous ont dit, bah, nous, maintenant, on va regarder beaucoup les fondamentaux qui soient plus solides, mais aussi des boîtes qui sont plus résilientes, où les fondatrices ou fondateurs sont aussi très bons gestionnaires en plus d'être visionnaires. Est-ce que c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui quand tu regardes des dossiers, tu évolues un petit peu ta grille de lecture? Alors, on a plutôt en fait, toujours eu cette grille de lecture puisqu'on s'est toujours tenu à l'écart des modèles très capital intensifs. On a plutôt des entrepreneurs très expérimentés dans notre, autour de nous, dans notre portefeuille de projets. Donc du coup, des entrepreneurs qui ont vécu déjà plusieurs moments difficiles dans leur vie d'entrepreneur. Et c'est vrai que, bah, ça renforce en fait le fait qu'on avait probablement eu, raison depuis le départ de faire ça. Alors, souvent quand tu es dans une période d'euphorie où, tout le monde y va et c'est à celui qui lève le plus, quand toi, tu arrives et tu dis à un entrepreneur, bon, tu sais, tu es sûr, là, quand même, lever au démarrage 5 millions sur une valo à 15 alors que tu n'as pas démarré, c'est un peu bizarre. Donc, tu as certains entrepreneurs qui te regardaient en te disant, tu n'as rien compris, moi, je fais de l'hypercroissance. Je pense que là, aujourd'hui, tout le monde a compris que pour faire une belle entreprise, il faut du temps. Et les fondamentaux de gestion alliés à la vision sont aussi importants que l'ambition. Hmm. Donc quelque part, ça nous renforce dans ce dont on était convaincu. Et on va certainement encore plus faire attention justement à la capacité des entrepreneurs à être résilients et pas simplement à être des entrepreneurs dans de l'hypercroissance où tout va bien, mais aussi sur des moments où, comme là, bah, ça nous tombe dessus, on ne l'avait pas du tout anticipé. Ouais. Et par exemple, sur des secteurs aussi, est-ce que vous allez regarder des secteurs plus en particulier que d'autres ou pas forcément? Bah, on a toujours beaucoup aimé les contenus, l'éducation, la fintech, les solutions logicielles. Ça touche c'est notre thèse d'investissement quand on regarde le portefeuille One Time. On aimerait bien faire plus de sujets dans la santé. On en a fait un qui est très joli, qui s'appelle Exacure et dont on était très fiers puisque c'est une société qui développe des algorithmes pour permettre le repositionnement des médicaments et des molécules pour les laboratoires et qui a aussi une application qui va sortir prochainement pour permettre aux utilisateurs de voir l'impact des médicaments sur leur corps. Et là, ils ont été associés avec Elsevier dans tous les travaux sur justement la bonne combinaison des molécules pour le Covid. Donc, à la fois, c'est beau parce qu'il y a un très beau développement, une très belle histoire qui est en train de s'écrire autour d'Exacure, mais en plus, on est particulièrement fiers de l'impact qu'ils ont. Et pareil pour Mec.org. C'est vrai que Mec.org a été très actif sur des propositions. C'est le fondement de Mec.org. Et quand on peut concilier à la fois croissance et impact, on en est très Ouais, fiers. c'est aussi un retour qui a de pas mal d'investisseurs. C'est des boîtes qui ont plus de sens. C'est pas forcément de l'impact investing, mais c'est qu'il y ait de l'impact dans les projets dans lesquels vous investissez aussi, j'imagine. Et sur le secteur, il y a une question de Tom sur le secteur de la mobilité qui est apparemment aussi sur votre site. Comment tu le vois, vu c'est un peu le brouillard encore très, très fort sur ce secteur, quoi. Alors, nous, mobilité, ce sont les solutions logicielles associées à ça. Donc, on ne va pas investir dans des services de trottinettes, par exemple. Ça, c'est trop capital intensif pour nous. Il y a du hardware, c'est pas compatible. En revanche, on a investi dans une société qui s'appelle Gestos, qui est en Espagne et qui développe une solution pour permettre la reconnaissance de gestes dans les voitures pour détecter l'endormissement, l'attention du passager. On est déjà dans la mobilité à travers cette société. On en a une deuxième aussi qui fait des logiciels, cette fois-ci d'engagement, d'émotion. Et donc, on va continuer à faire ce type de projet. Et sur une société comme Gestos, en fait, leur technologie s'est avérée essentielle aujourd'hui pour du Mm. touchless. Donc, ce qui était la thèse d'investissement sur de la mobilité devient aujourd'hui beaucoup plus large sur tous les environnements où on a des écrans qu'on ne peut plus toucher. Donc, c'est aussi un petit pivot qui a été sympa dans le confinement. Super. Il y a Wang qui mentionne Yogosha aussi et le secteur de la cybersécurité Oui, qu'on a identifié avec Eldorado comme un des secteurs aussi porteurs. Euh, il me dit, voilà, a dû bien marcher. Bon, je ne sais pas ce que ça veut trop dire, bien marcher. Quel est ton... alors, ouais, exactement. On a fait Yogosha il y a 6 mois. Donc, ça marche très fort. Bah, c'est vrai que pendant la crise, je ne sais pas si vous avez vu
le plan d'action France Digital avec l'identification de tout ce qui s'est passé en accélération des usages. Et malheureusement, les attaques de cybersécurité, elles ont fait x4 pendant la crise. Donc, plus que jamais, c'est opportun de se prémunir. Et d'ailleurs, on peut imaginer que la prochaine grande crise risque d'être une crise d'une attaque cyber à l'échelle mondiale. Et là, on a bien vu que pendant ce confinement, merci, on avait tous des connexions Internet et des téléphones qui fonctionnaient avec des zooms qui étaient plus ou moins efficaces. Et si demain, on avait une attaque de cybersécurité à l'échelle mondiale, là, pour le coup, c'est toute l'économie qui s'écroule. Ouais, on le voit. Et donc la cybersécurité, oui, on espère en faire d'autres. Cybersécurité, santé, là, fintech, là, on vient de signer la term sheet d'un premier investissement en full digital, une société qui fait un outil de scoring et de notation des particuliers pour leur permettre d'obtenir des prêts. Donc là, c'est typiquement un projet qu'on a fait complètement à distance. Donc, on va continuer à regarder tout ce qui est solutions logicielles aussi pour les développeurs, parce que là encore, on voit bien qu'on a un enjeu à faciliter le développement et notamment dans les grands groupes. Donc, tout ça, c'est des sujets qui nous passionnent et sur lesquels on va continuer à investir. Ok, super. Justement, donc là, tu dis que tu as fait un premier investissement full digital. Est-ce que tu penses que ça va durer, cette possibilité de ne pas forcément se voir? Déjà que c'est quand même risqué d'investir dans des startups. Il faut quand même qu'il y ait ce fit humain qui se crée. Faut quand même voir les gens quand même sur des deals. Est-ce que ça va quand même évoluer, revenir un peu à la normale sur le fait de pouvoir se voir, échanger de visu aussi? Alors, il y a un an, je t'aurais dit, même pas en rêve de faire un investissement sans aller se déplacer, voir les locaux. Alors déjà, toi, les espaces de coworking, on se disait, bah, c'est quand même dommage, c'est sympa, mais c'est pas l'ambiance, véritablement, la culture de l'entreprise. C'est dur de mettre cette culture. Aujourd'hui, on vient d'en faire un, on va certainement faire un deuxième. Donc pourquoi ne pas continuer? Alors j'espère qu'on pourra à minima rencontrer un petit peu plus ces entrepreneurs, mais ça veut dire aussi que ça nous ouvre des horizons beaucoup plus larges à l'international. Nous, notre positionnement, c'est d'investir en seed pour suivre en série A, en série B. Le seed, il faut être présent localement. Donc, peut-être aussi que moi, par la suite, je vais repenser la localisation de mon équipe. On est déjà sur plusieurs géographies, mais on va peut-être accentuer ça. Se dire que finalement, si on veut vraiment être efficace dans l'investissement à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, peut-être qu'il faut avoir des collaborateurs qui soient basés dans ces villes et qui ne soient pas simplement en train de se déplacer de Paris dans ces villes. Pareil pour l'international, pareil pour… donc, ça va nous ouvrir, en fait, le fait d'être un petit peu plus large sur les investissements parce que la localisation physique et le fait de pouvoir rencontrer ne sera peut-être plus aussi essentiel. Et pareil pour les entreprises, on voit bien que et moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai une équipe de 20 personnes. Je me dis, les prochains, est-ce que j'ai besoin de les localiser à Paris ou à Barcelone, qui sont nos deux gros pôles, ou est-ce que si j'ai un talent qui veut bosser depuis Ho Chi Minh ou New Delhi, pourquoi ne pas le prendre? Donc ça aussi, ça va beaucoup plus fluidifier le modèle des entreprises où on va repenser comment on agit ensemble. Et le bureau ne va plus être simplement l'endroit où le point de passage obligé, mais plutôt un endroit où on se revoit pour être ensemble, pour créer ce lien, mais ce n'est pas essentiel. Enfin, c'est essentiel sans être indispensable. Super, c'est hyper intéressant et c'est clair que c'est ce qu'on voit aussi. Il y a même, je ne sais pas si toi tu le vois, mais on voit beaucoup d'entreprises, nous, qui abandonnent leurs gros locaux, quoi, et qui préfèrent prendre des plus petits locaux avec plus de salles de réunion et vont favoriser le remote, voire les recrutements transnationaux, comme tu disais, quoi, de travailler avec des équipes Ouais. un peu partout, même ne serait-ce qu'en France. Hein, je parlais de Chimine, mais voilà, un très bon sales à Montpellier alors qu'on est une startup à Paris, ça va être d'autant plus vrai qu'avant, quoi. Donc c'est hyper intéressant. On a beaucoup parlé Nous, en du tout cas, on rôle. n'a pas de limite sur ça. Ouais. On n'a pas de limite sur ça. Tu as Mm. beaucoup parlé du rôle de ton rôle d'investisseur, du rôle d'investisseur de One Rack Time. Sur le rôle plus opérationnel, comment ça s'est passé et comment vous intervenez dans les startups avec dans lesquelles vous avez investi pour
les aider à réfléchir sur leur modèle ou sur, là, on vient d'en parler même, hein, sur leur perspective de recrutement, des bureaux, etc. Alors, on essaye d'être déjà, on est systématiquement, board member quand on investit, donc on veut vraiment participer activement au développement de la société. Donc le board, ça fait partie d'une relation privilégiée en tant qu'administrateur de la société qu'on crée, avec les entrepreneurs. Nous, on a la chance dans notre réseau d'avoir un réseau d'investisseurs et d'experts, extrêmement, pointus et de haut vol. Donc on essaye d'impliquer nos investisseurs, nos parrains, le plus possible auprès de nos entrepreneurs. Donc ça a pas de prix quand, on discute de l'impact, justement du télétravail, sur la façon dont les entreprises vont être organisées avec Philippe Bourguignon qui, au-delà de son rôle, et son passé de grand patron et de patron de Davos, est depuis 15 ans investisseur aux côtés de Steve Case aux États-Unis dans Revolution Venture et qu'il a investi dans des sociétés comme Uber, Sweetgreens et autres. Donc on a cette capacité à amener des personnes dans nos parrains, qui sont, extrêmement, pointus sur des sujets et qui vont pouvoir avoir cette vision stratégique parce que, ils ont été grands patrons. Moi-même, j'ai un profil très opérationnel, hein, puisque j'ai longtemps été chez Orange. Donc c'est nous, pour le coup, on n'est pas des investisseurs, je dirais, construction. On est vraiment des opérateurs. Et on amène, avant tout cette vision business stratégique, on espère, à nos Mm. entrepreneurs. On va aussi beaucoup travailler autour de nos sociétés sur l'accès qu'on peut donner à des, partenaires. C'est vrai que ça a pas de prix quand, Jean-Marie Messier, avec qui j'ai créé One Ragtime, ouvre son carnet d'adresses pour nos entrepreneurs et ça permet une accélération, en tout cas un premier niveau de contact, très élevé. On a autour de nous, vraiment un accès réseau très important et puis moi, de par mon passé chez Orange et mon expérience, j'ai toujours été, à l'international, à travailler avec, les grands groupes internet dans le monde. Donc j'ai un réseau extrêmement puissant sur ça et c'est vrai quand on investit en amorçage d'autant plus, ce qui va compter, c'est les premiers clients, c'est les premiers contrats de distribution et on va être extrêmement présent sur ça auprès de nos entrepreneurs. On sait encore qu'on a beaucoup à faire pour améliorer notre accompagnement et là aussi, on va s'appuyer sur notre technologie. Donc on a développé la plateforme One Ragtime, on a trois outils principaux. On a, notre, plateforme qui permet l'interface avec nos entrepreneurs, nos investisseurs. Donc on va recevoir des projets en ligne. Nos investisseurs vont tout pouvoir faire en ligne quand ils investissent avec nous. Ils vont pouvoir avoir accès aux informations des sociétés en ligne. Derrière, on a aussi mis beaucoup d'attention sur la digitalisation de notre back-office pour faire en sorte qu'on puisse faire 50 véhicules d'investissement ou fonds avec le même nombre de personnes dans l'équipe. Donc, on est tout automatisé. Et puis, le dernier axe, c'est ce qu'on appelle le deep dive. C'est notre approche data appliquée à l'investissement pour sourcer des sociétés, mais aussi pour être très efficace dans la façon dont on va identifier les partenaires potentiels pour nos startups, suivre les concurrents, aller identifier qui dans notre réseau va pouvoir apporter de la valeur. Donc, on applique aussi cette approche tech à la façon dont on peut structurer l'accompagnement pour nos entrepreneurs. Et puis, au fur et à mesure, on met des rôles dans l'équipe qui sont des rôles opérationnels. Alors nous, ça tombe bien, on a une équipe de développeurs. Donc on développe la plateforme One Ragtime et on a des data scientists. Donc on va avoir, je dirais, un vrai regard sur le produit, sur la tech, sur la data que peu de fonds ont ou alors quand ils l'ont, ils s'appuient sur des experts externes. Nous, c'est vraiment notre expertise interne. On vit la même chose que nos entrepreneurs, on développe une plateforme, donc on sait exactement ce que c'est de faire un développement produit, de faire en sorte que ça tourne, de faire en sorte d'avoir une expérience utilisateur qui soit D'avoir optimale. On développe cette approche data, voilà, on développe cette approche data, donc on a nous en interne des data scientists. Donc ça aussi, c'est un apport qu'on va amener. On a on a internalisé bien sûr toutes nos fonctions financières et juridiques, fiscales, légales, donc on structure nous-mêmes tous nos fonds. Ce qui veut dire aussi qu'on a en interne cette compétence. Et là, on vient d'intégrer un très beau profil aussi pour nous accompagner sur tout le développement de la communauté, de la communication. Donc, ces profils opérationnels que l'on met dans One Ragtime, puisqu'on a structuré One Ragtime comme une entreprise, comme une fintech, apportent aussi la valeur à nos entrepreneurs. Et puis après, on a nos investisseurs, nos parrains qui apportent aussi leur valeur.
À chaque fois qu'on investit, dernier point, c'est on va aussi amener un advisor en plus de nous, qui va être une personnalité qui va apporter son expertise à sa société, et qui va, permettre en fait, de compenser ou d'apporter plus que ce que nous on va apporter à nos entrepreneurs parce que c'est quelqu'un qui a fait, 20 ans dans l'univers des laboratoires pharmaceutiques et qui a dirigé des laboratoires pharmaceutiques, qui va avoir cet accès ou parce que c'est quelqu'un qui a été, pendant des années, dans un gros, société tech et qui va avoir, très clairement en tête toutes ces problématiques Super d'hypercroissance. intéressant. Il y a des questions. Il y a une question de Damien sur la demande. Est-ce qu'il y a des grands groupes qui ont investi chez One Rack Time? Ça me fait poser la question du business model des fonds d'investissement, notamment bah, le fait qu'ils ont des LP et des investisseurs. Quelle est la position de One Rack Time en termes d'investisseurs? Qui sont les investisseurs? Et quelle est ta vision sur l'impact sur le business model des fonds de venture pour les prochaines années, sur ce qui s'est passé? Alors, c'est vrai que ces dernières années, on a vu une course à la très grosse levée de fonds, avec, des montants de plus en plus conséquents levés par les fonds. Alors c'est super, il y a plein d'argent à investir, mais ça induit aussi un biais où en fait, l'incentivation des équipes d'investissement est plus faite sur la taille des fonds gérés et levés que la performance des participations. Moi, je reste convaincue que les fonds qui ont de la performance, c'est des fonds qui sont de taille raisonnable. Il y a pas de la place en Europe, aujourd'hui pour, des fonds hyper verticalisés sur la fintech, par exemple, ou, des très gros fonds, growth, parce que là encore, les sociétés n'ont peut-être pas encore maturé pour être là et donc c'est un petit peu anticipé. Alors, c'est pas, le fait de dire: «On va être capable d'avoir des hyper croissances de sociétés», et c'est penser que le seul modèle, ça soit un modèle, winner take all et on voit bien aujourd'hui que dans plein de secteurs d'activité, on peut faire une très belle entreprise, qui va, cohabiter avec d'autres, entreprises similaires, mais qui a des marchés on n'est plus vraiment sur des marchés aujourd'hui, de winner take all. On le voit bien, hein, sur, la vision, on le voit bien sur, tous les solutions de cybersécurité ou de la santé. Donc il y a de la place pour des entreprises qui ont peut-être pas un modèle d'hypercroissance, mais qui ont un modèle de croissance avec, une forte rentabilité. Du coup, le modèle des fonds, c'est quand même de lever plus pour investir des gros paquets d'argent sur quelques entreprises en se disant qu'il y en a une qui va marcher, qui va, rentabiliser tout le fonds et sinon c'est pas grave, pendant 10 ans, on aura vécu sur les management fees. Donc ça, c'est comme ça que je vois aujourd'hui l'évolution des fonds d'investissement et je pense que la performance, elle est plutôt sur des petits véhicules que sur des gros véhicules et nous, c'est notre philosophie chez One Time, c'est de se dire qu'on a un modèle, en fait, qui est équilibré, qui s'appuie à la fois sur certes des management fees, certes des fees à la performance, mais par construction, on a, inventé un modèle d'affaires qui, nous permet de nous développer sereinement sans pour autant, se dire que la marche d'après, c'est d'avoir un fonds de 500 millions. Donc du coup, on y va crescendo, au fur et à mesure du développement de nos participations. Et ça, je pense que c'est quand même, une tendance de fond aujourd'hui. En tout cas, moi, je vois en tant qu'entrepreneur les vertus, de construire One Time comme une entreprise qui s'appuie sur des solides fondations et qui va vite, mais pas trop vite. Et qui a pensé dès le départ un modèle d'affaires qui soit vertueux à la fois pour la performance, mais aussi pour l'incitation Mm. des investisseurs. Et nous, dans notre communauté d'investisseurs aujourd'hui, on a un mix entre des familles, des entrepreneurs qui ont déjà réussi leur société, qui veulent redonner et investir dans la tech. Et puis, on va avoir aussi des corporates. On en a un premier puisqu'on gère un véhicule d'investissement pour la Française des Jeux. Et on va avoir aussi des entreprises qui peuvent investir en choisissant d'investir, par exemple, dans Plus Simple, c'est une entreprise qui est dans le domaine, de l'assurance et bien, si elle a envie de faire un investissement à travers nous, elle peut le faire. Donc on a aussi ce réseau de corporate qu'on met en place d'entreprises qui pourraient, non pas investir dans un fonds ou avoir un fonds dédié, mais choisir une ligne d'investissement et rentrer à travers le véhicule qu'on a créé dédié à cette ligne d'investissement. Donc c'est ça, c'est toute l'innovation qu'on apporte à travers OneRactam, ce qui nous permet d'être extrêmement flexible
et du coup de ne pas être focalisé sur du déploiement de capital, mais plutôt sur de l'investissement. Donc nous, on veut investir dans les bonnes sociétés au bon moment avec le juste apport financier pour permettre d'écrire une histoire qui soit belle pour l'entreprise et belle pour les entrepreneurs, mais aussi pour les investisseurs avec un alignement Super, d'intérêts. super intéressant. Cet impact sur les super levées des fonds d'investissement et le déploiement de gros investissements, tu penses pas que ça va être un petit peu impacté, mais on va justement rechercher plus, comme la taille des levées, de toute façon, des entrepreneurs aussi, hein, qui devenaient très importants. On a vu pendant le confinement qu'il y a eu des super levées, Content Square qui est devenu une licorne, Aircall qui a fait une levée de plus de 70 millions, etc. On n'a pas l'impression que les super levées sont pour l'instant impactées parce qu'il y a beaucoup d'argent à déployer, mais est-ce que tu ne penses pas qu'on va revenir sur des modèles qui sont moins capital intensive ou que les valorisations vont faire qu'on va redescendre sur Terre, aussi bien pour les entrepreneurs que pour les levées des fonds en tant que tels? Bah, je pense que c'est sain. Souvent, enfin, in fine, l'objectif d'un investisseur, c'est d'investir à un moment en se disant qu'un jour, il revendra, beaucoup plus cher que le moment où il est rentré. Donc si on veut, bien investir, à un moment, il faut bien sortir des entreprises et si on entre à des niveaux de valorisation trop élevés, on met en péril la sortie. Donc je pense que la belle histoire de levée de fonds, c'est l'histoire qui s'écrit de manière raisonnée avec le bon niveau de financement, les financements non dilutifs aussi. Souvent, je pense que les entrepreneurs n'avaient pas suffisamment le réflexe du non dilutif. Là, bon, la crise nous a donné l'occasion de se rendre compte que c'est important d'avoir des bonnes relations avec son banquier parce qu'il peut nous soutenir à des moments critiques et éviter de se diluer pour prendre plus d'equity. Donc, c'est ça aussi, cet équilibre va être important. Très grosse levée de fonds, c'est génial, bravo. Après, c'est une énorme pression sur l'équipe d'investissement parce qu'on parle souvent des très grosses levées de fonds, mais on ne fait pas un retour 18 mois ou 2 ans après sur bah oui, il y a eu un down round ou c'est super, la société s'est vendue, mais elle s'est vendue au montant de la liquide pref et du coup, l'entrepreneur, bah, il a bossé beaucoup, mais il a rien parce que il s'était mis trop la pression. Donc, moi, souvent, ce que je dis à mes entrepreneurs, je dis bon, tu as choisi d'être entrepreneur, c'est quand même pour être libre. Donc, te mets pas trop la pression, vas-y à ton rythme. Si tu as envie d'aller très vite, super. Mais nous, à vrai dire, on est, en tant qu'investisseur qui investit au début, on est plus à l'aise avec des sociétés qui font des tours raisonnables de 15, 30 millions en série B qu'un méga tour à plusieurs, à 3 chiffres, qui implique aussi que la sortie doit être 3 fois plus importante si, en tant qu'investisseur, on veut récupérer quelque chose. Alors, c'est vrai qu'il y a le mécanisme des liquides pref qui est très, qui quelque part est très protecteur pour les investisseurs parce que c'est un moyen pour eux de déployer plus rapidement les fonds, mmh, énormes qu'ils ont à gérer en n'ayant, pas, une attention sur les valos. Donc nous, on préfère avoir du bon sens. J'ai envie de dire, on est, peut-être un peu à l'ancienne pour ça, mais on sent nous aligner notre alignement d'intérêts avec les entrepreneurs quand on est, bah, sûr que, on va partager la même philosophie de développement. Super, super, merci. C'est super intéressant. On a pas mal de petites questions que je vais poser sur vos investissements. Combien de temps en moyenne vous restez dans le capital et est-ce que vous faites du réinvestissement sur certaines entreprises qui relèvent par la suite des séries A, des séries B, justement? Alors, on investit, en amorçage pour suivre en série A, série B. Sinon, on n'est pas du tout dans une approche statistique, on est dans une approche où on choisit et on applique les mêmes règles d'investissement à des projets en amorçage en termes de due diligence, de choix, de termes que des projets plus matures. Mais derrière, c'est pour les accompagner. Donc, on a plusieurs exemples où on a déjà accompagné, notamment plus simple, où on était le premier investisseur professionnel aux côtés des entrepreneurs pour plus simple il y a 3 ans. Et là, on est sur une série B où on continue à investir et être un des investisseurs importants de la série B. Heu, Gélismac, pareil, hein, on est rentré au tout début, et on les a accompagnés sur les différentes étapes. Donc pour nous, l'objectif, c'est vraiment de suivre, et de pouvoir, au fur et à mesure que nos entreprises se développent, développer la capacité d'investissement de One Time. C'est pour ça qu'on vient d'avoir notre agrément AMF pour pouvoir maintenant marketer en France, et en Europe des fonds multi-investisseurs, multi-projets.
Au début, on a démarré sur du club deal. Maintenant, on a le premier fonds corporate qu'on gère avec la Française des Jeux. Et puis, on a aussi un véhicule de co-investissement fonds classique où on dit à nos investisseurs, bah, tu as aimé One Ragtime, tu as aimé le fait de choisir, mais tu te rends compte qu'il faut diversifier pour bien investir. Donc, on te suggère de rentrer dans le fonds qui va investir sur les 2 années en cours. Et en plus, c'est un fonds qui est éligible au remploi. Donc, ça tombe bien, si tu as vendu ta société, tu peux remployer tes plus-values dans ce fonds. Donc, c'est ça, cette dynamique qu'on met en place pour grossir au fur et à mesure avec nos entreprises et être capable de les accompagner de l'amorçage. C'est là Mhm. aussi le fait que c'est, et je vois une question sur ça, où c'est très précieux de faire One Ragtime avec Jean-Marie Messier. C'est que Jean-Marie, bah, il a tout son passé de grand homme d'affaires et de banquier. Et c'est vrai que quand on investit, on va toujours avoir le réflexe de se dire qui, à un moment ou à un autre, peut racheter la société. Et on va être très proactif sur ça, aussi bien sur les levées de fonds successives, grâce à l'appui de Messier Maris, si les entrepreneurs en ont envie, ou c'est notamment le cas sur Plus Simple, hein, où on accompagne aussi avec Messier Maris les levées de fonds successives, ou sur de la sortie. On n'en a pas encore eu, mais on espère que ça sera le cas en 2021 ou 2022. On a un horizon d'investissement qui est de 5 ans. Par contre, on ne fiche pas ça dans la term sheet. Donc, on ne met pas une clause de rendez-vous formelle. On se dit qu'au bout de 5 ans, on aimerait bien sortir. Si on peut sortir avant, on sera ravis. Si les conditions sont bonnes, on est plutôt dans une rotation assez rapide si on peut, mais en même temps, s'il faut rester 10 ans, on restera Ok, 10 ans ou 15 ans. c'est clair que c'est un bon avantage d'avoir un co-investisseur ou un Messi Maris en potentiel soutien sur certains projets. Par la suite, on a pas mal de questions sur des entrepreneurs qui veulent vous contacter ou qui sont en site, qui sont en recherche justement. Qu'est-ce que toi, tu donnerais comme conseil aux porteurs de projets, aux entrepreneurs pour le futur? Bah, il y a toujours la question de est-ce que j'envoie mon deck maintenant? Est-ce que j'attends septembre? Est-ce que je parle de l'impact du Covid sur mes activités futures? Est-ce que je me positionne comme étant bon gestionnaire et visionnaire? Enfin, c'est un peu toutes ces questions qu'on a rassemblées. Qu'est-ce que tu attends, toi, des entrepreneurs qui te contactent ces prochains mois en tant qu'investisseur? Alors moi, j'étais frappée par l'absence de contact qu'on a eu en mars-avril de la part des entrepreneurs. D'habitude, on reçoit 1 ou 2 projets par jour. Alors là, on a eu 6 semaines où c'était le vide absolu. Et nous, en tant que moi, mon métier aussi, c'est d'aller chercher tous les jours des nouvelles capacités d'investissement auprès des investisseurs. Et en fait, on s'est rendu compte que nos investisseurs, nous, ils étaient très disponibles et que c'était un bon moment pour les contacter. Donc, j'ai été étonnée que beaucoup d'entrepreneurs se disent c'est pas un bon moment pour contacter les fonds. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonds qui ont dit on est focalisé sur notre portefeuille. Oui, c'est vrai, on est focalisé sur notre portefeuille, mais on continue aussi à investir. Donc, j'ai envie de dire aux entrepreneurs, n'hésitez pas, allez-y. Et nous, s'il y a quelque chose qu'on n'aime pas faire, c'est se retrouver dans un process compétitif où un entrepreneur envoie sa levée de fonds et vous explique qu'il faut 2 semaines pour se décider. Moi, j'aime bien, surtout en amorçage, connaître depuis longtemps les entrepreneurs, voir les progrès des sociétés. Et on a plusieurs sociétés dans notre portefeuille où, en fait, on a mis 1 an avant d'investir, non pas parce qu'on a pris notre temps, mais parce qu'on voulait voir la société se développer pour être sûr que bah, il y aurait une traction et que les entrepreneurs étaient consistants avec ce qu'ils nous expliquaient dans leur vision, dans leur D'accord. exécution. Donc ça, c'est quelque chose, allez-y, contactez. N'attendez pas, enfin, c'est le bon moment. C'est toujours le bon moment pour rencontrer des gens qui peuvent vous aider sans être Clairement. demandeur. C'est un des conseils qu'on donne aussi. C'est pas parce il y a pas de terme sheet que c'est pas le moment de contacter des investisseurs. On a vu qu'en mai, en plus, c'était encore compliqué. Bon, il y a peut-être un petit retour, mais entre les jours fériés, le déconfinement, le retour aux équipes, la réflexion sur bah, comment on va relever ou notre business model, il y a aussi une période d'accalmie. En juin, ça risque de repartir. Mais c'est un bon conseil que tu donnes. Je pense qu'il faut le redire. N'hésitez pas à contacter des investisseurs. C'est pas pour ça qu'ils répondront pas. Au contraire, ils sont en recherche de potentiels deals. Euh, est-ce qu'il y a... Mm. Ouais, vas-y, Stéphanie. Alors, il y avait une question que je vois, vous avez l'air très impliqué, vous êtes co-dirigeant avec l'entrepreneur ou il garde une forme d'autonomie. Non, non, on n'est pas du tout co-dirigeant avec l'entrepreneur, on est actionnaire minoritaire. En revanche, comme on investit au moment où c'est
certainement le moment où il y a, pour la première fois un investisseur professionnel qui rentre aux côtés de l'entrepreneur. On est très investi et on est très impliqué. Mais bien évidemment, comme dans tout projet, c'est l'entrepreneur qui est au volant et nous, on aime bien avoir des entrepreneurs, par contre, qui nous montrent une grande capacité d'écoute. Je pense qu'une qualité pour les entrepreneurs, c'est la capacité d'écoute, la résilience, associée à la gestion et à l'ambition. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. C'est pour ça que dans notre portefeuille d'entrepreneurs, on va avoir des profils d'entrepreneurs qui sont des entrepreneurs qui sont très, très bons pour progresser. Je pense, notamment à Ty Chris, un champion, ancien champion, de roller, et sportif de l'extrême. Typiquement, lui, il a été habitué à être coaché pendant des années. Je pense à André Manoukian, jazzman de renom. André, pareil, c'est dans son ADN. Donc on aime bien ces typologies d'entrepreneurs qui savent que, le succès, on l'a par le talent, par le travail, mais aussi par la capacité à se faire accompagner. C'était une très bonne précision aussi parce que souvent les entrepreneurs se posent la question quand ils rentrent avec des investisseurs de quel va être le niveau d'implication ou d'autonomie du coup de ce qu'ils disaient. Euh, Alors, peut-être une petite précision pour les entrepreneurs. Quand vous prenez des investisseurs, c'est pas un dû, c'est un devoir. C'est-à-dire qu'eux, on a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que, ils ont pris des investisseurs, ils ont pas de compte à leur rendre. Moi, je pense que quand on prend des investisseurs, il faut bien se poser la question de: «Est-ce qu'on en a besoin ou pas? Et qu'est-ce que ça va changer dans notre interaction avec les investisseurs?» Pour moi, c'est un devoir ensuite qu'on a en tant qu'entrepreneur vis-à-vis de ses investisseurs. Devoir de réussir, devoir de leur donner des comptes parce que là encore, l'argent n'est pas facile. Et je pense que, et nous on le voit bien, hein, dans nos investisseurs, on a beaucoup de gens qui sont des entrepreneurs qui ont fait fortune, qui ont beaucoup travaillé pour ça. Et donc quand quelqu'un vous fait confiance et vous dit: «Je te donne une somme d'argent pour t'aider à accélérer dans des conditions qui sont souvent complètement en décalage avec la valeur réelle à un instant T de l'entreprise», il faut se dire que c'est une énorme marque de confiance et qu'en même temps, on prend une énorme responsabilité vis-à-vis de cet investisseur. Et ça, je pense que quand vous êtes entrepreneur, il ne faut pas l'oublier, il faut l'avoir en tête. Et si vous ne voulez pas ça, et je le comprendrai tout à fait, c'est ce que je dis souvent à des entrepreneurs: «Si tu as pas besoin d'investisseurs, tant mieux, tu es chez toi, tant mieux». Mais si tu prends des investisseurs, aie en tête l'implication que ça veut dire vis-à-vis de ces investisseurs et le devoir que tu as de réussir avec l'argent qu'ils t'ont ouais, donné en te faisant c'est confiance. clair. Je pense qu'on a répondu à pas mal des questions. Et comment on pourrait te contacter ou contacter, rentrer en contact avec One Ragtime? Alors, Stéphanie@oneracktime.com. Vous pouvez aussi, déposer votre projet sur le site et on vous répondra. Nous, on aime bien rencontrer, même par visio, mais en tout cas, on aime bien rencontrer tôt. Donc n'hésitez pas et puis on est toujours disponible pour des conseils, et pour vous donner quelques feedbacks sur votre projet, l'approche, ce que vous avez Eh envie ben de faire. Donc super, eh ben n'hésitez pas. on n'hésitera pas, enfin on dira aux entrepreneurs de ne pas hésiter. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Stéphanie, c'était super intéressant. Et n'hésitez pas à nous proposer d'autres formats de webinaires, etc. On est toujours très ouvert avec Eldorado. Et puis, il n'y a plus qu'à se souhaiter bon courage et bonne journée. Et ben à bientôt alors. Merci, salut Merci Stéphanie, au à revoir. toi et merci à tous.